Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui on entame une autre partie du cours qui est relative à l'analyse plastique des plaques. Donc pour cette partie du cours, je vous ai préparé quelques feuilles. C'est un document d'une vingtaine ou une trentaine de pages, avec quelques explications. Vous verrez qu'elles sont assez détaillées. Et donc je vais simplement donner le cours en passant à travers ces différentes notes et en expliquant un petit peu les concepts. Bon, alors, vous verrez dans les généralités, donc on explique que l'analyse plastique des plaques est quelque chose donc, que l'on développe, qui est tout à fait similaire à l'analyse plastique qu'on a étudiée ensemble pour les portiques. Donc vous vous souvenez qu'on a développé ensemble des méthodes qui nous permettaient, par exemple, d'étudier le comportement d'un portique comme celui-là, au-delà de la charge limite, de la limite d'élasticité. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait si par exemple si le portique ici est soumis à une charge lambda P dans ce style, on doit d'abord déterminer des sections qui étaient les sections critiques, et puis on regardait le nombre de rotules strictement nécessaires à former pour que un mécanisme puisse se former. Et dans ce cas-là, voilà, si vous vous souvenez bien, en utilisant des théorèmes statiques et cinématiques, on était capable éventuellement donc, de calculer les multiplicateurs lambda qui amenaient à la ruine de la structure. Ben voilà, l'objectif était un peu similaire ici. Vous avez dû voir avec M. Rigaud l'analyse élastique des plaques. Donc, c'est-à-dire toutes les méthodes qui vous ont permis de déterminer les moments de flexion à l'intérieur des plaques. Vous n'avez pas eu l'occasion de passer beaucoup de temps là-dessus malheureusement, mais en fait on passe plus de temps sur l'analyse des structures formées de poutres et de colonnes que de plaques, mais la philosophie est tout à fait similaire. Donc une fois qu'on a terminé et qu'on a bien compris l'analyse élastique des plaques, ben, il est temps de passer à l'analyse plastique, et donc c'est ce qu'on va étudier dans le cadre de ce cours. Je dis qu'on est essentiellement limité dans le cadre de ce cours-ci à des plaques qu'on appelle orthotropes, c'est-à-dire que le comportement est représenté dans les deux directions principales par des raideurs et des résistances qui peuvent être éventuellement différentes. Dans la plupart du cours, je vais d'abord vous parler des dalles qu'on appelle isotropes, c'est-à-dire qu'on a les mêmes propriétés dans deux directions orthogonales, donc x et y. Et puis, avec un théorème qu'on appelle le théorème d'affinité, j'expliquerai comment on peut ensuite passer de ce qu'on est capable de calculer dans un cas isotrope à un cas orthotrope. Voilà, alors ici je vous ai marqué les deux références qui sont deux références historiques. Vous voyez que c'est relativement vieux. 1921, c'était vraiment les tout débuts du calcul des plaques. Et puis ça a suivi dans le début des années 60, où Johansen est un ingénieur qui a proposé en fait d'utiliser la méthode des lignes de rupture. Il a formulé quelques hypothèses, et notamment il a dit que le comportement moment-rotation qui peut être idéalisé par quelque chose de bilinéaire, mais en réalité, chez lui, est un comportement qui est élastique, parfaitement plastique. Et donc, en fait, on se limite aux mêmes hypothèses que les hypothèses qu'on a développées quand on a fait le comportement élastique-plastique des, des, des structures formées de poutres et de colonnes. Donc voilà l'hypothèse de base, et donc ça veut dire que le critère de rupture qu'on utilise, si on regarde les deux directions principales, M1 et M2, on suppose que les deux critères de rupture dans le cas d'une plaque qui est isotrope sont tels qu'on a les mêmes valeurs du moment plastique positif ici et les deux mêmes valeurs du moment plastique négatif là-bas. La condition MP plus éventuellement peut être différent de MP moins. Elle est clairement satisfaite malgré les hypothèses donc, de Johansen. Ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement le même moment de rupture en flexion positive et en flexion négative. C'est évidemment excessivement important. Il faut savoir en fait que la méthode que Johansen a développée était d'abord développée pour calculer des résistances de dalles en béton. Petite parenthèse d'ailleurs, vous avez vu avec le cours de M. Rigaud que c'est relativement compliqué de calculer les valeurs des moments dans une plaque, des moments élastiques, parce qu'en fait on doit résoudre une équation laplacienne et que c'est pas toujours spécialement évident de le faire. À la main, on ne peut le faire que dans certains cas que vous avez vu avec lui, qui sont des cas relativement simples, une plaque rectangulaire ou circulaire, avec des conditions d'appui relativement simples, et ça peut vite devenir compliqué quand on est au-delà. Mais vous allez voir en fait que le calcul plastique, l'analyse plastique qu'on va développer ensemble ici, est un outil qui est excessivement simple et rapide, et en fait on comprend bien pourquoi ça a été développé dans les années 60, avant l'avènement de l'ère informatique. Ok, et donc voilà, donc j'insiste sur le fait que MP plus n'est pas nécessairement égal à MP moins, donc la symétrie n'est pas nécessaire.
En d'autres termes, si on regarde une section en béton avec une armature qui se trouve, disons, à cet endroit-là, on n'a clairement pas le même moment de flexion positif à la ruine que le moment de flexion négatif à la ruine. D'accord ? Donc, les hypothèses qui sont faites, c'est que, 1, on néglige les déformations élastiques. Ok, donc ça c'est l'hypothèse que j'ai mentionnée ici. On a un comportement qui est rigide, parfaitement plastique. Donc on suppose que les plaques possèdent une ductilité importante. En fait, la méthode est incapable de déterminer la déformation maximale. Oups, pardon. Donc la méthode est incapable de déterminer la valeur de la déformation maximale. Donc c'est sûr qu'au cours du chargement, des rotules plastiques, enfin vous allez voir qu'en fait ce sont des charnières plastiques, vont se mettre en place et la courbure va augmenter. On est incapable de déterminer jusqu'à quelle valeur de la courbure on va arriver. Donc en fait il est vraiment nécessaire que les plaques étudiées possèdent cette ductilité importante. Exactement comme quand on étudiait le comportement d'un portique, on n'était pas capable de déterminer la valeur maximale du déplacement ici, on était juste capable de déterminer une valeur du multiplicateur. Okay, la raison pour laquelle on n'a pas d'information de grandeur en déplacement, ben c'est parce qu'on n'a pas de raideur. Si la raideur ici est supposée infinie, il n'y a pas de comportement élastique, donc on n'a absolument aucune information sur la valeur de la raideur. Okay, on est dans un type d'étude qui s'appelle une analyse limite. Étant donné qu'on a un palier qui est parfaitement plastique, je veux dire par la horizontale, on a négligé l'écrouissage dans l'acier. Alors, ceci revient vers ce que je disais tout à l'heure, on peut passer avec le théorème d'affinité des plaques isotropes et les plaques orthotropes. Alors, l'équivalent d'une rotule plastique, donc si dans une structure formée de poutres et de colonnes, on forme des rotules qui sont des rotules plastiques, donc des endroits ou des zones de la structure où le moment atteint le moment plastique d'une poutre, d'accord, donc un moment dans ce cas-là a des unités qui sont des newtons fois mètre, bien, on a l'équivalent pour une dalle, donc si je dessine maintenant une dalle sur 4 appuis, je rappelle les conventions des traits pointillés, pour moi ce sont des appuis simples. Et bien en fait des lignes de rupture peuvent se former, on va voir tout à l'heure à quoi elles ressemblent. Des lignes de rupture se forment comme ceci, et ce sont des zones sur lesquelles le moment plastique M est égal à MP. Okay, c'est un moment au sens d'un moment dans une plaque, donc ce sont des newtons mètres par mètre. Okay, et ces lignes que je viens de représenter ici, ces lignes sont appelées des lignes de rupture ou des lignes de charnière ou des lignes de charnière plastique ou encore des lignes d'articulation. Yield line, c'est à peu près la seule nomenclature qui est utilisée en anglais. Alors à chacune de ces lignes de rupture, on peut associer soit un moment plastique positif, soit un moment plastique négatif, selon que la rupture se produit avec une rotation qui est dans un sens positif ou dans un sens négatif. Alors c'est important de comprendre tout de suite comment les lignes de rupture peuvent apparaître dans une structure. Dans le cas, si je vais faire le parallèle avec ce qu'on faisait pour des structures composées de poutres et de colonnes, là j'ai envie de dire que c'était relativement simple. Souvenez-vous, on a positionné toutes les rotules plastiques potentielles dans ce type de structure-là aux endroits où le moment est maximum. Et les endroits où le moment est maximum, ce sont tous les endroits où on sait qu'on a une charge locale, une charge concentrée, ou bien aux extrémités de poutre. C'était relativement simple. Dans ce cas-ci, puisque l'analyse élastique des plaques est déjà quelque chose de plus compliqué, c'est un peu plus compliqué de positionner correctement les lignes de rupture ou de prédire précisément où les lignes de rupture se présenteront sur une structure. Alors j'explique ici à l'aide d'exemples en fait à quoi tout ça peut ressembler. Donc si je prends par exemple cet exemple-là, ceci c'est une plaque, premier exemple, donc c'est une plaque carrée qui est soumise à un chargement uniforme. Okay, donc P ici indique qu'on a un chargement uniforme, les pointillés là-bas indiquent qu'on a des appuis qui sont des appuis simples, les encastrements ici indiqueront plus tard que nous avons des appuis encastrés. Ok, alors on comprend bien qu'il va falloir donc à la rupture déformer la plaque carrée, il va falloir la déformer en un ensemble de sous-plaques ou de morceaux de plaques qui sont tels qu'ils vont pouvoir s'articuler et offrir une certaine cinématique ou une déformation possible à la dalle.
Ok, une manière d'y parvenir, c'est de considérer simplement, dans ce cas-là, qu'on a deux lignes de rupture qui sont orientées selon les diagonales. Et effectivement, si c'est le cas, on voit bien que le premier morceau qui se trouve ici va tourner autour de cette arête, le deuxième morceau va tourner autour de cette arête, le troisième autour de celle-là, et le quatrième autour de celle-là. Ces lignes de rupture sont inclinées avec une inclinaison de 45 degrés par rapport aux côtés. Et la configuration déformée, c'est une configuration qui ressemble à ceci. Il faut se l'imaginer en 3D, donc c'est une pyramide où le point central, tas, descend d'une quantité delta et où les quatre faces suivent. Ok, il n'y a pas d'élongation. Epsilon axial égale 0, car on suppose que delta est une quantité infinitésimale. Okay, on suppose que delta est vraiment très très petit. Un autre exemple, c'est l'exemple du quart de cercle qui est représenté ici. Il est encastré sur deux bords, 1 et 2, et il est libre sur le troisième bord. Un exemple de ligne de rupture sur cette plaque, qui est soumise de nouveau à une charge uniformément répartie P, mais c'est une ligne de rupture qui serait orientée également avec un angle de 45 degrés par rapport aux deux extrémités. Et on imagine bien que la plaque qu'on a ainsi est formée de deux éléments qui sont des éléments qui resteront plans et qui peuvent s'articuler autour de la charnière. Ok, les amateurs d'origami là sont en train de se régaler. Vous voyez bien qu'on est en train d'imaginer des déformations comme des pliages finalement dans la structure qui nous intéresse. Alors, un autre exemple encore, c'est un exemple d'une plaque carrée. On peut imaginer par exemple que c'est un débordement d'une terrasse qui est appuyée d'un côté et appuyée de l'autre. Conditions limites sont peut-être pas tout à fait optimales pour ce type de plaque. Et là, on pourrait par exemple supposer qu'on a un moment plastique selon la diagonale. En soi, c'est pas hyper réaliste, ça va dépendre du chargement. Si on avait eu un chargement uniforme sur l'entièreté de la dalle, je pense que vous aurez tous compris que le meilleur mécanisme plastique, ce serait certainement une charnière comme celle-là, où on imagine que la partie supérieure reste fixe, et la charnière ne concerne finalement que le triangle inférieur. Dans ce cas-là, je peux essayer d'en faire une représentation en 3D. On aurait donc le côté encastré là-bas, le côté encastré ici, la charnière sur cet axe, le point là, tas, et au bout du compte, on aurait simplement une rotation de la charnière qui ressemble à ceci. Voilà. Voilà. Ok, donc ça c'est dans le cas où on a une charge uniformément répartie sur ce type de dalle. Alors bon, voilà, moi je vais en imaginer d'autres. Ici, j'ai pas spécialement spécifié le type de sollicitation qu'on peut avoir sur cette dalle carrée. Imaginons qu'il soit quelconque, mais simplement, je voulais vous dire qu'il est possible qu'on ait une charnière qui soit inclinée, par exemple, comme ceci, qui parte du coin là-bas. Et donc il fournit de nouveau deux morceaux, deux plans qui s'articulent exactement comme tout à l'heure. Maintenant, il n'y a absolument aucune raison pour que la ligne de rupture soit inclinée à 45 degrés. Pareil dans l'exemple précédent, en fonction du chargement, on pourrait très bien avoir une ligne de rupture qui est inclinée avec un autre angle que 45 degrés. Et dans ce cas-là, on a un faciès de rupture ou un mécanisme à la rupture qui ressemble à quelque chose d'un peu différent, un peu plus compliqué. Vous voyez qu'on libère, en fait, dans ce cas-là, sur la plaque, on libère une zone qui est une zone trapézoïdale, ici, qui est le morceau de plaque numéro 1, disons, et une zone triangulaire. Ok, donc ça demande un tout petit peu de visualisation 3D. Dans la plupart des dessins qui suivent, on va essentiellement se limiter à du 2D. Ok, donc c'est pour ça que j'ai introduit un petit peu les notions et les concepts ici. Alors bon, comment déterminer maintenant des bonnes lignes de rupture dans les plaques qui nous intéressent? Pour ça, il y a une série de règles que je vous ai résumées ici les unes après les autres. Ok, première chose, ok, excessivement important, règle numéro 1, les rotations de chaque morceau de dalle sont représentées par des vecteurs rotation dont le sens positif est donné par la règle de la main droite. Alors vous vous souvenez de la règle de la main droite? On utilise la main droite, c'est ce que le nom indique. On utilise le pouce pour représenter la direction d'un vecteur. Okay, donc la base du pouce est à la base du vecteur et la pointe du pouce pointe dans la direction du vecteur rotation. Et puis ensuite, les autres doigts de la main recrollés nous indiquent finalement le sens de la rotation en 3 dimensions.
Ok, alors ces rotations-là, bon, pour ça on peut prendre d'autres petits exemples simples. Je vais revenir à l'exemple de la dalle carrée qui est appuyée sur deux bords. Ce que je viens simplement de dire, c'est que donc un vecteur θ1 et un vecteur θ2 sont des vecteurs qu'on va appeler les vecteurs rotation et ils sont associés aux deux éléments de plaque 1 et 2 qui sont utilisés dans cet exemple-là. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va s'intéresser surtout à la rotation relative entre les deux plaques. Exactement comme quand on a le travail, le travail d'une rotule plastique dans une structure composée de poutres et colonnes. Mais pour calculer le travail associé au moment plastique dans cette rotule-là, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder la rotation relative. Ok, pour avoir la rotation relative, on voit que la poutre, elle ne tourne pas, et par contre, la colonne, elle tourne une certaine quantité. Donc la rotation relative de la colonne, elle est calculée par cet angle-là. Mais ici, c'est la même chose. On doit calculer le long de la charnière, de cette charnière-là. On va devoir calculer des rotations relatives. Et la rotation relative, c'est simplement θ1 moins θ2, ou bien θ2 moins θ1. Donc pour calculer θ2 moins θ1, on a une petite représentation graphique ici, c'est juste vectoriel. Donc si je représente θ2 et moins θ1 dans l'autre sens, donc la somme vectorielle de θ2 et de moins θ1 nous donne la rotation relative. Ok, si j'avais choisi une autre ligne de rupture, comme celle par exemple de la figure B, bien, on aurait eu le vecteur rotation θ1 ici, le vecteur rotation θ2 là-bas, et la rotation relative aurait été donnée par θ2 moins θ1, ce vecteur-là. Ok, donc la règle numéro 1 nous dit simplement que des rotations sont associées à chaque morceau de dalle. Alors je vais tout de suite, sans transition, aller vers la règle numéro 2, en observant quelque chose sur cet exemple-là. Ok, il doit nécessairement y avoir une relation entre les rotations θ1 et θ2. Elles ne peuvent pas être n'importe comment. Pour quelle raison? Parce que si par exemple je prends le point A ici qui se trouve sur la ligne de rupture, et le déplacement vertical du point A, que je pourrais appeler delta A, bien, il sera simplement donné par θ1 x1. Ok, donc en réalité c'est θ1 fois la tangente, pardon, c'est x1 fois la tangente de θ1, mais j'ai supposé que la rotation était petite. D'accord, donc il nous reste simplement θ1, x1. Mais en fait, ce déplacement vertical, il doit être compatible avec le déplacement vertical qu'on a dans le deuxième morceau de plaque, puisque A est partagé entre les deux. D'accord, donc ça doit aussi être égal à θ2, x2, obligatoirement et sans faute. On pourrait très bien dire la même chose d'un autre point A' qui se trouve ici. Si j'avais x1' et x2', j'aurais eu delta A' est égal à θ1 x1' et ça doit aussi être égal à θ2 x2'. Donc qu'est-ce que tout ceci nous dit? Ça nous dit simplement que et de 1, je remonte dans la règle qui est explicitée, θ2 n'est pas n'importe quoi par rapport à θ1, c'est x1 sur x2. Et x1 sur x2, c'est quoi? C'est la tangente de l'angle alpha, qui est l'angle se trouvant ici dans le coin. Donc ça veut dire que θ2 est égal à θ1 tangente alpha. Donc ça veut dire que quand je fais θ2 moins θ1, j'obtiens un vecteur, ici, qui nécessairement doit être aligné avec le point qui se trouve ici, à l'intersection des deux dalles, et le point A. Donc ça veut dire un vecteur qui est aligné avec la ligne de rupture. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'une ligne de rupture? Est-ce que la ligne de rupture éventuellement peut être courbe? Est-ce qu'on pourrait avoir une ligne de rupture, par exemple, qui ressemble à ceci? Voilà. Bien, en réalité, on peut comprendre assez rapidement que c'est impossible, parce que si je considère le point A ici et le point A' là-bas, on se rend compte, en réalisant les mêmes développements que ce qu'on vient de réaliser, avec l'angle alpha ici, on se rend compte qu'il est nécessaire que l'angle alpha soit égal à l'angle alpha'. Et si alpha est égal à alpha', alors ça veut dire que les lignes de rupture sont
rectilignes, ok, est excessivement important. C'est pour ça qu'on les appelle des lignes de rupture et pas des courbes de rupture, d'accord? Ça, c'est excessivement important et ça constitue la règle numéro 2. Les lignes de rupture, pardon, la règle numéro 2, oui, c'est un corollaire de la règle numéro 2. Les lignes de rupture donc sont bel et bien rectilignes. La règle numéro 2, j'en ai déjà parlé, la rotation relative entre les deux morceaux de dalle voisins est alignée avec la ligne de rupture les reliant. Ok, donc c'était le fait que le θ2 moins θ1 est bel et bien aligné avec la ligne de rupture. Ok, donc en réalité c'est assez simple. Généralement on connaît les lignes de rupture avant de connaître les rotations. D'accord? Donc si je reprends l'exemple qui est là-bas, je vais refaire un petit peu de place. Donc si je reprends l'exemple qui se trouve ici, admettons qu'on connaisse θ1, admettons qu'on connaisse l'orientation de la ligne de rupture, bien puisqu'on sait que θ2 moins θ1 doit être aligné avec cette direction de la ligne de rupture, on peut calculer θ2. Et si on connaît donc l'orientation de la ligne de rupture, on va calculer θ2 en disant que c'est égal à θ1 fois la tangente de l'angle alpha, tout simplement. Ok, je parcours rapidement le texte pour m'assurer que j'ai bien raconté tout. Vous verrez, les mots qui sont là, en fait ne font que traduire ce que je viens d'expliquer. Alors, la règle numéro 3, c'est de nouveau un corollaire de ce que je viens d'expliquer. Elle nous dit que la ligne de rupture commune de deux parties de dalle passe par le point d'intersection de leurs axes de rotation respectifs. Ouais, c'est plus facile de l'illustrer sur un dessin, mais on a bien compris que puisque la ligne de rupture devait être rectiligne, si la ligne de rupture doit être rectiligne ici, eh bien nécessairement un point qui appartient aux deux lignes de rotation, donc ceci c'est la ligne de rotation de la dalle 2, ceci c'est la ligne de rotation de la dalle 1, ou l'axe de rotation, donc on comprend bien que la ligne de rupture doit nécessairement passer par l'intersection des deux axes de rotation. Si on avait une dalle qui est représentée par l'exemple de la figure ici, la figure A, bien, si on a un morceau de dalle qui est orienté, qui va tourner autour de cet axe-ci, qui est le morceau de dalle 1, le morceau de dalle 2 qui va tourner autour de cet axe-ci, et bien en fait pour connaître l'orientation de la ligne de rupture, il est nécessaire que la ligne de rupture passe par ce point-là, qui est le point d'intersection des deux axes de rotation. D'accord? Donc il est nécessaire que la ligne de rupture passe par ce point-là. On ne connaît pas précisément l'orientation de cette ligne de rupture. Elle pourrait très bien être comme ceci, je trace pour commencer en pointillé. Elle pourrait très bien être comme ceci, ou elle pourrait très bien être comme ceci. A priori, il n'y a rien qui nous dit, on verra tout à l'heure comment choisir, mais il n'y a rien qui nous dit a priori comment cette ligne de rupture doit se comporter et comment elle doit être. Il n'y a rien d'ailleurs non plus qui nous dit que la ligne de rupture est unique. On pourrait très bien, par exemple, pour ce type de dalle, on pourrait avoir d'autres types de faciès de rupture. Et notamment, si on décidait d'encastrer les bords à gauche et à droite, vous voyez que tout à l'heure, ils étaient libres, mais maintenant, ils sont encastrés. Bien, si on décidait de les encastrer, bien, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait, certainement, je n'en parle plus, mais entre la dalle 1 et la dalle 2, on aurait une ligne de rupture qui ressemble à ceci. Et puis après, on aurait aussi des lignes de rupture entre les dalles 1 et 3, 3 et 2, 2 et 4, 4 et 1. Et notamment, je reprends une fois le raisonnement, entre la dalle 3 qui tourne autour de cet axe et la dalle 2 qui tourne autour de cet axe, bien, il est nécessaire d'avoir une ligne de rupture qui passe par le point d'intersection. Donc la ligne de rupture, elle va faire quelque chose comme ceci. Et évidemment, elle va intersecter l'autre ligne de rupture là-bas. Et puis, pareil entre le 1 et le 3, on a une ligne de rupture qui doit partir de ce point-là et qui doit avancer. Et puis, pareil entre le 4 et le 1, et puis pareil entre le 4 et le 2. Et c'est la raison pour laquelle on peut arriver à un schéma de rupture qui est celui qui est imaginé ici. Ok, et donc ce qui est important à retenir de la règle numéro 3, donc c'est que les lignes de rupture passent par les intersections des axes de rotation des deux morceaux de plaque qu'elles délimitent. Et une condition, c'est pour ça que j'ai choisi l'exemple A ici, il n'est pas nécessaire, une condition n'est pas nécessaire, c'est que les axes se rencontrent physiquement.
D'accord, il n'est pas nécessaire pour que les axes se rendent compte physiquement. Il n'y a pas du tout cette nécessité pour pouvoir appliquer la règle numéro 3. Alors, ok, règle numéro 4, le nombre maximum de paramètres inconnus dans un mécanisme. Donc, on a bien compris, avec les exemples que je viens de discuter, on a bien compris qu'il existait un certain nombre de degrés de liberté. Notamment, par exemple, ici, si je reprends le nombre de degrés de liberté, je l'appelle R, je peux dire R est égal à 1. Pour quelle raison? Parce qu'on a dit que la ligne de rupture devait passer nécessairement par ce point-là. C'est une information qu'on a, mais on ne connaît pas son orientation. On aurait très bien pu choisir une autre orientation, celle-là ou celle-là. Donc on a un degré de liberté. On a un et un seul degré de liberté. Dans le deuxième exemple à droite, okay, on peut commencer par les traiter de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que il y a de nouveau un degré de liberté lié à l'orientation de cet axe-là. Et puis une fois qu'on l'a choisi, on a un deuxième degré de liberté qui correspond à l'orientation de cet axe-là. Et puis une fois qu'on l'a choisi, on a une intersection là-bas. Donc c'est-à-dire qu'on a un point qui appartient à la fois à la dalle 1 et à la dalle 3. On a un autre point ici qui appartient à la fois à la dalle 1 et à la dalle 3. Donc celui-là, il est fixe. D'accord? Donc là, on n'a pas de degré de liberté, on n'a pas de possibilité de choisir cette direction-là. Et puis de l'autre côté, c'est la même chose. On a une liberté pour choisir l'orientation de cet axe. On aurait très bien pu le choisir comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et puis une fois qu'il est choisi, eh bien, on peut fixer l'autre, mais de manière unique. Donc dans ce cas-là, on n'a plus le choix, en fonction de ce qu'on vient de choisir. D'accord? Donc dans ce cas-là, les degrés de liberté, on en a 1, 2 et 3. Et on a donc R est égal à 3. Voilà, ce sont des cas de figure relativement simples, mais il existe une formule générale qui nous permet de donner directement le nombre de degrés de liberté qu'on a. Et ça nous permet de s'assurer qu'on ne se trompe pas au niveau du dessin du schéma de rupture. Ok, donc cette formule générale, elle nous dit quoi? Elle nous dit que R est égal à N moins 1 plus A moins Q. N, c'est le nombre de morceaux de dalle, le nombre de morceaux de dalle qui s'articulent dans le mécanisme qu'on regarde. A, ça représente le degré total d'indétermination relatif à la position des axes de rotation, je vais y revenir dans une seconde, et Q représente le nombre de contraintes supplémentaires, qui correspondent aux intersections quadruples. Donc Q, on s'en tracasse quand on a des intersections quadruples, ici on n'en a pas, donc dans les deux cas, Q égale 0 et Q égale 0. N, c'est le nombre de morceaux de plaque qui s'articulent, dans ce cas-là on en a 2, dans ce cas-là on en a 4. Et A, c'est le nombre d'indéterminations liées aux positions des axes des morceaux de plaque. Et ici, on n'en a pas du tout. Et pourquoi est-ce qu'on n'en a pas? Vous voyez bien que ici, le morceau de plaque numéro 1, on connaît son axe de rotation, c'est obligatoirement celui-là, puisque c'est un appui fixe. Le numéro 2, on connaît celui-là, puisque c'est un appui fixe aussi, c'est un encastrement. D'accord? Donc A vaut 0. On peut vérifier la formule. Si on fait la formule qui nous dit N-1 plus A moins Q, N-1 plus A moins Q, mais ça nous donne 2 moins 1 égale 1. Ok, donc on a bel et bien 1. Ici pareil, N moins 1 plus A moins Q est égal à 3. On a bien le même résultat. Et pourquoi est-ce que A est égal à 0? Bien parce que de nouveau, on connaît précisément les axes de rotation de chacun des morceaux de dalle qui s'articulent. Ok, on passe à un tout petit peu plus compliqué avec cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on a dans cet exemple-là? Vous voyez, on a une dalle qui est encastrée sur ce bord, encastrée sur ce bord et encastrée sur ce bord. Par contre, elle est libre sur les deux bords restants. On a juste un appui ici, ça représente une colonne. D'accord? Le point A ici, c'est un point qui est considéré comme une colonne, donc un appui connu. Ok, alors on a choisi le schéma de rupture qui est représenté là-bas. Donc on a N égale 4 morceaux de plaque qui s'articulent. Qu'est-ce qu'on peut dire de A? A, c'est le nombre de degrés de liberté, comme je l'ai indiqué, relatif aux positions des axes de rotation pour chacun des morceaux de plaque. Bien, pour le 1, l'axe de rotation il est connu, pareil pour le 2, pareil pour le 3. Par contre, pour le 4, puisque le point A est un point qui appartient à la colonne et qu'il est fixe, un point qui appartient à la dalle, il est sur une colonne, il est fixe, bien, il reste à trouver l'axe de rotation de cette dalle. Et l'axe de rotation de cette dalle, il pourrait très bien être représenté comme ça, ou comme ça, ou comme ça. A priori, il n'y a pas de raison qu'une solution soit moins bonne que l'autre. D'accord? Donc là, on a un degré de liberté, qui est un degré de liberté ou d'indétermination relatif à l'orientation de la ligne de rupture sur cet élément de dalle. D'accord? Donc A est égal à 1. Ensuite, Q, qui correspond aux intersections quadruples ou plus, on n'en a pas, puisque vous voyez que là on a une intersection à 3 lignes de rupture, donc on a une intersection triple.
Là, on a une intersection triple, et donc on n'a pas d'intersection quadruple, donc Q est égal à 0. On développera cette possibilité un petit peu plus tard. Et donc dans ce cas-là, combien de degrés de liberté a-t-on? Je reprends la formule, je fais simplement n moins 1 plus a moins q, n moins 1 plus a moins q, 4 moins 1 plus 1 moins 0 est égal à 4. Et donc a priori, on aurait 4 degrés de liberté pour définir les positions des lignes de rupture dans ce schéma-là. Ok, on peut essayer de voir si on est capable de reproduire ce résultat-là avec un raisonnement qui ne serait pas basé sur la formule. Alors comment est-ce qu'on peut faire? On vient de dire que d'abord, on va commencer par A, on va lui fixer sa ligne de rotation, puisque c'était une des indéterminations. Donc une fois que ça s'est fixé, c'est le premier paramètre. Admettons que j'appelle celui-là alpha, c'est l'orientation de cette droite-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ensuite, même chose que tout à l'heure, entre 1 et 2, on a une position de la ligne de rupture. Cette position, on doit la fixer, donc je vais appeler ça le paramètre bêta. On aurait très bien pu la choisir comme ceci, ou comme ça, d'accord? Peu importe. On avait d'autres possibilités. Puis une fois que ça s'est fait, on a une troisième possibilité qui sera l'angle gamma ici. Puis dès que l'angle gamma est fixé, le point ici est déterminé et cette ligne de rupture est connue. Et puis ensuite, on a la dernière possibilité, c'est l'orientation de la ligne de rupture qui va nous donner le point C et qui va nous donner donc un quatrième angle, delta. Et dès que cet angle est fixé, la position du point ici est connue. On a un point ici qui appartient aux deux lignes de rotation des deux morceaux de dalle. Donc la ligne de rupture doit passer par ce point-là, elle doit passer par le point C, et donc nécessairement on a quelque chose qui se trouve ici, et on a bel et bien R est égal à 4. Ok, je pense que c'est bien compris. On peut prendre encore un autre exemple pour s'assurer que ce soit bien compris. On a de nouveau une colonne ici au point A. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? On a n égale 3 morceaux de dalle. On a A égale, puisque la dalle 1, on connaît son axe de rotation, il n'y a pas de problème pour elle. Pour la 2, on connaît son axe de rotation, il n'y a pas de problème pour elle. Pour la 3, on connaît un point de son axe, mais on ne connaît pas l'orientation de l'axe. Donc il y a une indétermination pour ce morceau de dalle. Q égale 0 parce qu'on n'a pas d'intersection quadruple. Et R sera donc égal à 3 moins 1 plus 1 moins 0 égale 3. Ok, 3 degrés de liberté, on peut vérifier de nouveau. Comment est-ce qu'on pourrait commencer? On pourrait commencer par exemple en disant que 1 et 2 doivent s'articuler, l'un par rapport à l'autre. Donc on doit avoir une ligne de rupture qui passe autour du coin ici en bas à gauche. D'accord? Donc le premier degré de liberté qu'on a, ce serait de choisir l'orientation de cette droite-là. Puis une fois qu'on a choisi l'orientation de cette droite-là, on peut faire la même chose avec j'aurais peut-être dû commencer par l'orientation de l'axe de rotation de la dalle 3 qui n'était pas connue. D'accord? Donc je vais appeler ça, du coup je vais l'appeler bêta. Et puis, une fois que ça est connu, on peut choisir l'orientation, par exemple, de la ligne de rupture entre le 1 et 3. Là, je l'ai représentée comme ça, mais on aurait pu la dessiner autrement. C'était vraiment pas un problème de la choisir autrement, d'accord? Donc, on a encore 1 degré de liberté ici pour choisir l'orientation de cette droite. Lorsque c'est fait, on connaît cet élément. On a un point ici qui est un point qui appartient à la fois aux dalles 1, 2 et 3. Et donc, on peut l'utiliser et de manière univoque, tracer la dernière ligne de rupture, donc on n'a plus de liberté pour la dernière. Ok, bon voilà, j'espère que ces règles sont relativement claires. Tout ceci est détaillé en long et en large de nouveau avec les exemples, ces exemples-là, et le texte ici ne fait que d'expliquer ce que je viens de vous expliquer en direct. Règle numéro 5, des conditions de symétrie peuvent réduire le nombre de paramètres. Des conditions de symétrie
Donc ensuite, on a la règle numéro 5 qui nous dit que des conditions de symétrie peuvent réduire le nombre de paramètres. Bon, bah, ça c'est comme toujours, on a la même chose pour les structures formées de poutres et colonnes, donc c'est vraiment pas un gros problème. On verra ça de toute façon tout à l'heure à l'aide d'exemples. Alors, lorsque le schéma de rupture est paramétrique, donc c'est-à-dire que quand R est différent de 0, d'accord, on a plusieurs paramètres pour positionner les lignes de rupture, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir comme valeur des paramètres celle qui permettra d'obtenir la charge de ruine la plus petite. Ok, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est issu de la méthode de Johansen. Ça fait partie des recommandations qu'il avait formulées au début des années 60 en mettant au point sa méthode. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'en choisissant des positions de ligne de rupture complètement farfelues, on pouvait avoir des valeurs de multiplicateurs critiques, des multiplicateurs de ruines plastiques, pardon, qui étaient vraiment très élevés. Et par contre, en choisissant les multiplicateurs les plus bas, il montrait qu'on ne pouvait pas descendre aussi bas qu'on veut. Et en fait, tout ceci ne fait que de traduire le théorème cinématique qui en réalité aurait été découvert quelques années plus tard. Donc le théorème cinématique était dans l'air à cette époque-là, au début des années 60, mais n'était pas encore clairement formalisé. Et donc, en fait, c'est un peu là qu'on peut reconnaître la forme un peu visionnaire de Johansen, qui disait, bah, ok, si vous êtes capable de calculer un multiplicateur de ruines pour différents faciès de rupture, bah, débrouillez-vous pour trouver le multiplicateur qui soit la valeur la plus petite. Ok. Ouais. Il est important de garder à l'esprit que le minimum atteint est associé au mécanisme de ruine, qui est associé au mécanisme de ruine choisi, ne constitue une bonne approximation du minimum réel que si ce mécanisme s'apparente à la forme réelle du mécanisme, bien sûr. Ok, donc si on va chercher un mécanisme, c'est ce que je disais, qui est complètement farfelu, on n'aura pas du tout la bonne valeur du multiplicateur de ruine. Alors, bon, je reviens rapidement sur les théorèmes limites qu'on a vus dans l'application, dans le cours d'analyse des structures 1 et leur application aux structures formées de poutres. Il y en a essentiellement deux qui sont deux théorèmes fondamentaux. Le théorème statique, il y en a essentiellement deux qui constituent les piliers de l'analyse. Donc le théorème qu'on appelle le théorème statique ou bien de la borne inférieure et le théorème cinématique, celui de la borne supérieure. Le théorème statique, souvenez-vous, nous disait simplement qu'il faut trouver dans la structure un diagramme des moments qui soit statiquement admissible, donc c'est-à-dire tel que partout dans la structure, le moment en valeur absolue soit inférieur au moment plastique. En réalité, j'aurais pu l'écrire plutôt comme ceci, m compris entre mp plus et mp moins. Bien, dans ce cas-là, on peut trouver la valeur du multiplicateur lambda qui nous permet donc de générer ce diagramme des moments en équilibre dans la structure. Bien, en fait, cette valeur du multiplicateur, elle est toujours inférieure au multiplicateur limite réelle. D'un autre côté, le théorème cinématique nous disait quoi? Il nous disait, ok, trouver un mécanisme de ruine pour la structure, ok, donc quelque chose qui ressemble à ceci. Calculer un multiplicateur de ruine lambda plus qui est obtenu en écrivant le travail des forces extérieures et l'énergie qui est développée en dissipation plastique dans les rotules. Écrivez cet équilibre, déterminez la valeur du lambda, et ce que vous obtenez, c'est une valeur par excès du vrai multiplicateur limite, du vrai multiplicateur de ruine. D'accord? On a une approche par le haut. Ok, et alors le théorème combiné nous disait quoi? Ben, il nous disait que si, en plus d'avoir trouvé ce mécanisme cinématique, on se rend compte que partout la condition m inférieure à mp est satisfaite, alors on a trouvé un mécanisme qui est en réalité le mécanisme à la ruine et qui satisfait à la fois les deux conditions, et donc dans ce cas-là, la valeur du multiplicateur qu'on obtient est exactement égale à la valeur du multiplicateur limite lambda 1. En fait, ces trois théorèmes découlent de théorèmes qui sont plus généraux et qu'on peut appliquer aussi dans la théorie des plaques, qui sont faites d'un matériau élastique parfaitement plastique. C'est ce qu'on écrit ici. Ok, donc je reviens rapidement sur l'adaptation de ces deux méthodes.
Ok, donc je reviens rapidement sur l'application ou l'adaptation de ces deux théorèmes dans le cadre de la théorie des plaques. Le théorème statique donc, nous dit simplement, c'est une extrapolation ou une transposition de ce qu'on connaît. Il nous dit simplement que si on est capable de trouver des moments dans les plaques, des moments, disons, MX, MY ou bien M1, M2 dans des directions principales, qui sont telles que la condition de plasticité que j'ai énoncée au début, c'est-à-dire que le moment se trouve entre MP+, et MP-, d'accord, partout, MP- et MP-, pour M1 et M2, eh bien, en fait, dans ce cas-là, on a un moment qui est statiquement admissible. Si on calcule la valeur du multiplicateur qui est des charges, qui est telle que les charges donc extérieures sont en équilibre avec ces moments intérieurs, on obtient un multiplicateur. Ce multiplicateur, il est plus petit que lambda 1. Ok, alors si on rappelle l'équilibre statique des plaques, ben, nous dit qu'en fait le champ de moment doit satisfaire en réalité en tout point cette équation-là. Et bon, c'est pas spécialement évident à mettre en œuvre, puisque bon, comme je l'ai déjà expliqué préalablement, les moments élastiques ou la répartition des moments intérieurs dans une plaque est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, régi par une équation qui est un petit peu plus compliquée que l'équation de l'élastique, qu'on connaît bien pour les poutres. Alors, donc à l'opposé, on a le théorème cinématique, et le théorème cinématique nous dit quoi? Il nous dit, ah bien, si vous êtes capable de trouver un schéma de rupture, avec des lignes de rupture, comme je viens de les discuter, eh bien, calculez simplement une valeur du multiplicateur de ruine en égalant le travail des forces extérieures et l'énergie de déformation intérieure. Une fois que vous avez fait ça, vous obtenez un multiplicateur lambda+, qui est en réalité une bande supérieure du vrai multiplicateur à la ruine. Théorème 6, c'est le théorème combiné. Si en plus de ça, de ce mécanisme cinématique, on est capable de montrer que partout, le point se trouve à l'intérieur ou sur le bord du critère carré, donc exactement sur le bord, sur le long des lignes de rupture, et partout à l'intérieur, ailleurs dans la structure, et bien dans ce cas-là, la valeur du multiplicateur qu'on a obtenue est la vraie valeur du multiplicateur de ruine. Ok, j'explique ici l'aspect plutôt visionnaire de Johansen et de sa théorie. Donc en fait la méthode qui sera utilisée, bon, on comprend bien, c'est surtout celle qui est basée sur le théorème cinématique, parce qu'elle est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. On a fait la même chose pour les structures formées de poutres et de colonnes, et cette méthode basée sur l'approche statique, elle est généralement un peu plus compliquée à mettre en œuvre, et donc on l'utilise plutôt en vérification, lorsqu'on a envie d'étudier par exemple dans le cadre du théorème combiné, si le mécanisme qu'on a trouvé est le vrai mécanisme. D'accord, donc je rappelle comment calculer W et U. W, le travail des forces extérieures, c'est une intégrale sur toute la plaque en entier, ou en tout cas de la zone de la plaque où on a des sollicitations, parce que si P est égal à 0, on voit qu'on n'a pas de contribution, et on doit simplement donc intégrer le déplacement transversal à la plaque en mètres. Là, on a des newtons par mètre carré, c'est une charge par unité de surface. On multiplie ça par des mètres, et on obtient bien des newtons fois mètre ou des joules pour le travail des forces extérieures. D'accord, donc M, c'est le déplacement transversal à la plaque. Et ensuite, U, ben, on le calcule exactement comme on l'a fait dans les structures formées de poutres et de colonnes. C'est simplement la valeur du moment fois la rotation relative. Une petite subtilité ici, c'est qu'on a des lignes de rupture, donc il faut intégrer sur la ligne de rupture, mais vu que la rotation relative est la même sur toute la ligne de rupture, nous on supposerait que le moment est le même sur toute la ligne de rupture, donc cette intégrale devient en réalité une somme. Donc c'est la somme des moments plastiques en newton-mètre par mètre, une rotation relative qui n'a pas d'unité, ou en radians si vous voulez, et une longueur qui sont des mètres, de manière à ce qu'effectivement on retrouve bien ici une quantité d'énergie exprimée en joules. Ok, alors on doit sommer les valeurs de MP plus fois θ relatif positif et la somme de MP moins fois θ relatif négatif. Par simplicité, vous aurez remarqué que j'ai utilisé des MP plus positifs, j'ai utilisé des MP moins positifs. D'accord, la valeur limite ici c'est moins MP moins, d'accord, donc le MP moins est bien positif. Et je fais la même chose pour les rotations, je les appelle θ relatif plus et θ relatif moins, mais ils sont tous positifs.
D'accord? De sorte que MP- fois θ relatif moins contribue positivement au travail. C'est un travail, c'est une énergie qui est dissipée, et donc il est nécessaire qu'elle soit positive. D'accord? Donc le deuxième terme est positif, le premier terme est positif. Ok, et donc je rappelle simplement que les rotations relatives, elles sont obtenues par la règle numéro 2, donc c'est la différence vectorielle des deux vecteurs rotation. Ok, un petit exemple pour commencer. Donc, si on veut appliquer la méthode de Johansen à un exemple simple, on va prendre un exemple avec un schéma de ruine qui est défini. Donc ça veut dire que R est égal à 0. Alors, donc l'exemple qu'on considère, c'est l'exemple d'une plaque carrée qui est appuyée sur ses quatre bords, ok, même type d'exemple que tout à l'heure. Et on va voir comment donc on peut calculer la réponse de cette plaque. Je regarde en même temps si j'ai pas oublié de vous raconter des choses. J'ai pas l'impression. Ah oui, si, il me semble bien. En fait, on peut calculer le R, hein, ici. C'est indiqué ici en bas de page. Pour cette plaque, on a choisi n égale 4 morceaux, n égale 4. De plus, A égale 0, puisque tous les axes sont définis. Effectivement, hein, on a, pour le premier, voilà l'axe. Le deuxième, voilà son axe. Pareil pour le 3, pareil pour le 4. Donc A vaut 0. Ah, on a ici une intersection quadruple, Q. Donc je mets Q égale 1. Donc je vous explique du coup comment on fait pour calculer ce paramètre Q. Mais Q, c'est pas compliqué. Quand on a une intersection quadruple comme ceci, Q vaut 1. Quand on a une intersection quintuple, Q vaut 2, etc. etc. Donc la valeur de Q par intersection, c'est égal au nombre de lignes de rupture qui arrivent à cette intersection, moins 3. D'accord? Et ça, c'est valable évidemment uniquement lorsqu'on a plus de 3 intersections ou plus de 4 intersections. Si vous voulez, quand on a 3 intersections ici, Q est égal à 0, mais ne me dites pas que quand on a une intersection de deux lignes de rupture comme ceci, ne me dites pas Q égale à moins 1, ok? Ceci n'a pas de sens. Donc Q nécessairement est positif, et on doit additionner les valeurs de Q, intersection par intersection. Vu qu'ici on n'a qu'une seule intersection quadruple, on n'a qu'une valeur, et donc Q est égal à 1. Donc si on fait le calcul, n-1 plus 1 moins q, ça va nous donner n-1 plus 0 moins 1, r égale 2. Et donc a priori, il y a 2 degrés de liberté pour choisir les axes. Et moi je viens de vous dire par contre que c'était défini. Bien, pour quelle raison est-ce que c'est défini? C'est parce que j'ai utilisé la symétrie. Et en utilisant la symétrie, j'ai réduit le nombre de degrés de liberté de 2 à 0. Ces 2 degrés de liberté-là, on peut les voir comment? On peut les voir comme étant simplement les positions du point central d'articulation. J'aurais très bien pu le dessiner ici, en disant, ok, je vais le décaler d'une quantité x et d'une quantité y par rapport au centre, et dire, ok, voilà, mes lignes de rupture, elles sont comme ceci. D'accord, j'ai décidé d'utiliser la symétrie, et en utilisant la symétrie, j'ai forcé x égale 0, y égale 0. Donc j'ai donc diminué le nombre de degrés de liberté de 2, et partant de 2, 2 moins 2, il nous reste un nombre de degrés de liberté qui est égal à 0. Ok, donc le schéma de ruine est parfaitement défini dans ce cas-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour calculer et pour mettre en œuvre la méthode de Johansen? Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout, c'est assez sympathique, c'est quasi comme un jeu. On n'a que deux choses à calculer. On a à calculer le travail des forces extérieures et l'énergie qui est dissipée le long des lignes de rupture ou des charnières plastiques. Le travail des forces extérieures, c'est l'intégrale de P fois delta, mais vu que P est constant, j'ai pu le sortir de l'intégrale ici, et il me reste l'intégrale sur toute la dalle, donc 2 fois de 0 à L de delta. Alors je peux le dessiner encore une dernière fois en 3D, mais ce qu'on voit ici sur le côté, ce sont des coupes. Donc si je décide de noter ou d'utiliser la notation delta 0, qui est le déplacement au centre, je le fais assez grand pour qu'on voit bien. On a une déformée qui ressemble à ceci. Et donc l'intégrale de delta sur l'entièreté de cette surface, en fait c'est rien d'autre que le volume de la pyramide. Le volume d'une pyramide, c'est 1/3 de la surface de base fois la hauteur. Et donc, on obtient ceci pour l'expression du travail des forces extérieures. Ok, easy business. On peut passer à la suivante. Suivante est un peu plus spécifique, parce que là, on a quelque chose qui est vraiment spécifique, donc je disais aux plaques. Alors, pour commencer, on va faire exactement comme dans le premier exemple. θ1, on va le supposer connu.
Bon, en fait, on n'a pas besoin de le supposer connu. On peut le calculer. On peut calculer la valeur de θ. On sait que le vecteur est aligné avec l'axe de rotation de ce morceau de dalle. On peut calculer la valeur de la rotation θ1. Et pourquoi est-ce qu'on peut la calculer? Parce qu'on sait bien que le déplacement vertical au centre vaut delta. Et je dois diviser ça par la distance. Donc θ1 est égal à delta divisé par L demi. Et donc c'est égal à 2 fois delta 0 sur L. Ok, et cette quantité-là, on va l'appeler θ. θ égale 2 delta 0 sur L. En fait, c'est pareil pour θ2, pareil pour θ3, θ4 par symétrie. On voit, by the way, que si on fait θ1 moins θ4, c'est ce qu'on voit sur le petit dessin ici à côté, on voit que le vecteur de la rotation relative entre θ1 et θ4 est bel et bien aligné avec la charnière. D'accord? Donc ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé. Si ça n'avait pas été le cas, si on n'avait pas eu un vecteur ici qui est parallèle à la direction de la charnière, parce qu'il y avait un problème quelque part, on avait un mécanisme qui n'était pas cinématiquement admissible. Ok, et quelle est la valeur de la rotation relative? Là c'est facile, on utilise simplement Pythagore. Si là on a θ, là on a θ, ici en fait en norme, la norme de θ1 moins θ4, c'est simplement θ fois la racine carrée de 2. Ok, donc pour U, qu'est-ce qu'on va faire? La rotation relative, on vient la calculer, c'est θ racine carrée de 2, θ je le remplace par sa valeur, on obtient ceci. Et donc, par symétrie, on multiplie par 4 parce qu'il y a 4 charnières, d'accord? Donc là, on va calculer l'énergie qui est dissipée sur un quart du mécanisme complet. Et donc, on va faire 4 fois MP+, parce que c'est de la flexion positive. Ok, la dalle va vers le bas, c'est une flexion positive. On va multiplier ça par la rotation relative au niveau des deux lèvres de la charnière. Et on multiplie ça par la longueur sous laquelle l'énergie est dissipée. L demi racine carrée de 2, c'est la longueur d'une demi-diagonale. Longueur d'une demi-diagonale. Ok, donc au bout du compte, ça nous fait quoi? Tout calcul fait, ça nous fait 8 mp fois delta 0, et en égalant ce 8 mp fois delta 0 avec l'expression du W qui se trouve ici, on obtient que P+, okay, c'est une évaluation par excès de la limite de rupture, est égal à 24 fois mp sur L carré. Le delta 0 a disparu, vous avez vu que le delta 0 a disparu, mais ça vient de l'hypothèse de modélisation élastique parfaitement plastique. Ça veut dire qu'on n'a pas de déformation dans le modèle. Ok, voilà, c'était votre premier contact avec l'analyse plastique des structures formées de plaques, donc j'espère que le message est clair, il est bien passé. A priori, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Si on a compris cet exemple-là, on peut aller voir plus loin. Et donc, pour aller voir plus loin, je voulais d'abord vous suggérer peut-être juste un petit exemple, un petit exercice, puisqu'on est parti de quelque chose de relativement simple. Mais je voulais simplement, donc maintenant, vous demander de faire le même exercice, mais cette fois, on va supposer non pas que le mécanisme à la ruine, il est symétrique, mais on va supposer qu'il passe par un point qui est légèrement décalé, qui se trouve ici à une hauteur x au-dessus de la limite du bord. Donc là, on a une distance qui vaut L moins x, et là, on a une distance qui vaut L demi. Voilà, donc je pense que vous avez à peu près en main tout ce qu'il faut pour faire cet exercice. Je vous laisse le faire, et puis on regarde ensemble la correction dans quelques minutes. Donc vous pouvez faire une pause sur la vidéo, faire en même temps une réelle pause, parce que ça fait un petit temps déjà qu'on parle, et puis vous entraîner et revenir sur la vidéo après. Ok, donc on va utiliser la même notation que tout à l'heure, donc on a 4 morceaux de plaques, 1, 2, 3 et 4. On va dire qu'on a une rotation ici qui vaut θ1. Si je dis que le déplacement central vaut delta 0, en fait ça va nous donner θ1 est égal à delta 0
divisé par L demi. Il n'y a pas de raison que ça change, hein, puisque le point continue d'être sur l'axe de symétrie. Donc ça nous fait 2 delta 0 sur L, et ça on l'appelait tout à l'heure θ. Par contre, le θ2 va changer un petit peu, d'accord? Donc si je regarde θ2, je le dessine comme ça. N'hésitez pas à mettre votre pouce dans le sens du vecteur et à tourner la main pour bien indiquer, pour bien comprendre que le triangle 2 est quelque chose qui part dans le plan de la feuille, d'accord? Il va devant vous, il ne vient pas vers vous, il s'éloigne. Pareil pour θ1, donc là je suis en train de faire une vue du dessus. Donc le θ2, on peut le calculer. Comment est-ce qu'on peut faire pour calculer θ2? Ben, en fait, on va partir du fait que θ1 moins θ2 ou θ2 moins θ1 doit être aligné avec l'axe de la ligne de rupture. Donc pour faire ça, je me rends compte qu'il va falloir peut-être qu'on introduise un paramètre. Donc si j'indique ici alpha, c'est le même angle que l'angle qui se trouve ici. Et donc, qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que la tangente de l'angle alpha est égale à L demi divisé par L moins x. D'accord? Dans un triangle qui est ce triangle-là. Côté opposé, L demi sur côté adjacent, L moins x. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, en fait, si on a donc θ1, je le représente comme ceci. θ1. Je dois absolument avoir un angle alpha ici. Ça, c'est θ1 moins θ2. Et donc, θ2 moins θ2 doit être ici. Et donc, en amplitude ou en magnitude, on voit bien que θ2 est égal à θ1 fois la tangente de l'angle alpha. Après, on peut garder alpha ou on peut garder x comme paramètre inconnu. C'est un peu pareil. Ici, je vais peut-être garder alpha parce que c'est tout aussi simple. Alors, pour des raisons de symétrie, θ2 est égal à θ1, c'est-à-dire θ. Et, θ3 est égal à θ. Et θ4 est égal à θ2, c'est-à-dire θ fois tangente alpha. Notez qu'en norme, θ2 est égal à moins θ4 parce qu'il tourne dans des sens contraires. Sans la norme, θ2 est égal à moins θ4 parce qu'il tourne dans des sens contraires. θ2 va vers la droite et θ4 va vers la gauche. Ok, qu'est-ce qui devient notre W? Mais c'est la même chose en fait, hein, c'est une pyramide. Ça reste une pyramide, donc 1/3 de la surface de base fois la hauteur, fois donc delta 0, c'était la hauteur de la pyramide. Et maintenant on doit calculer U. Alors, bon, pour calculer U, on va devoir calculer le travail sur chacune des charnières. C'est symétrique, donc on va calculer d'abord ce qui se passe entre 1 et 4, et puis on va calculer ensuite ce qui se passe entre 1 et 2. 1 et 4 et 1 et 2. Alors, bon, la rotation relative, je pense que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai dit que θ4 était égal à θ tangente alpha, par symétrie, excusez-moi, mais c'est pas vrai en fait, hein. θ2 et θ4 ne sont plus symétriques, c'était vrai tout à l'heure, mais ce ne l'est plus. D'accord, donc ça, je vais le corriger. On va justement avancer, j'espère que vous n'êtes pas laissé avoir par cette petite erreur. Bien, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire il va nous falloir un autre angle, hein. On va introduire ici l'angle, disons, bêta. L'angle bêta là-bas. Et je vais dire donc que tangente de bêta est égale à x sur L demi. Simplement par application de Pythagore dans ce triangle-là. Et donc, si je regarde maintenant la rotation relative entre le θ1 et le θ4, d'accord, donc je vais dessiner comme ceci, moins θ4. Là, j'ai un angle bêta. Ceci nous dit que θ1
est égal à θ4 fois la tangente de l'angle bêta. Ou bien que θ4 est égal à θ1 sur tangente bêta, c'est-à-dire θ sur la tangente de l'angle bêta. Ok. Alors, très bien. Les rotations relatives maintenant entre la partie 1 et la partie 4. Bien, la rotation relative, θ1, 4, c'est ce vecteur-là. Donc on peut utiliser de nouveau Pythagore. Donc θ1, 4, ce serait égal à la racine carrée de θ1 carré plus θ4 carré. Donc ça veut dire θ fois la racine carrée de 1 plus 1 sur tangente bêta au carré. On simplifiera après, vous allez voir que ça devrait simplifier assez bien. La rotation relative entre 1 et 2, et la rotation relative entre 1 et 2, c'est la longueur de ce vecteur-là. Donc θ1, 2, c'est la racine carrée de θ1 carré plus θ2 carré. Et en fait, ce n'est rien d'autre que θ, je vais sortir de la racine, fois la racine carrée de 1 plus θ2, on l'a là-bas, c'est la tangente de l'angle alpha au carré. Ok. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va nous falloir la longueur, L 1, 4. C'est la longueur de la charnière entre les morceaux de plaque 1 et 4. Bien, cette longueur-là. On voit bien que c'est, je vais l'écrire comme ceci, c'est la racine carrée entre le côté ici et le côté là-bas. Donc ça nous donne la racine carrée de L demi au carré, plus, alors combien vaut l'autre petit côté, donc ce côté-là? Il vaut L demi divisé par la tangente de bêta. Ok, j'ai tout mis au carré. Et donc ceci nous fait L demi, que je sors de la racine, fois la racine carrée de 1 plus 1 sur tangente carré bêta. Et pareil de l'autre côté, la longueur 1, 2. Là, on voit qu'en fait on utilise des relations géométriques qui sont tout à fait similaires. Hein, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent de ce qu'on a obtenu avant. Donc je vais avoir la racine carrée de L-x au carré plus L-x au carré fois la tangente carrée de alpha, c'est-à-dire L-x, on suppose bien sûr que x est plus petit que L, x en fait est compris entre 0 et L, multiplié par la racine carrée de 1 plus tangente carrée alpha. Alors vous voyez que là et là, on obtient les mêmes expressions, et là, on obtient les mêmes expressions. C'est tout simplement parce qu'on a, pour calculer la géométrie de la longueur de la ligne de rupture, on a utilisé une relation qui est Pythagore, et on a utilisé la même relation pour calculer la valeur de la rotation relative. D'accord? Donc c'est logique que maintenant, quand on va faire θ1, 4 fois L1, 4 fois MP, on va obtenir, ces deux racines carrées vont se simplifier. Donc on va obtenir MP fois θ fois L demi fois 1 plus 1 sur la tangente carré bêta. Donc c'est-à-dire l'inverse de la tangente carré bêta. Et là je vais remplacer. Je vais avoir donc L demi au carré sur x carré. Et ensuite, MP fois θ 1, 2 fois L 1, 2, on va obtenir MP fois θ fois L moins x, et tout ça multiplié par
1 plus tangente carré alpha, c'est-à-dire 1 plus, alors la tangente carrée de alpha, ça nous fait L demi au carré, divisé par L moins X au carré. Voilà, tout ceci est un petit peu long, mais vous allez voir on va pouvoir simplifier. Donc si maintenant on fait le total, donc U, ce serait égal à 2 fois MP θ 1, 4, L 1, 4, plus 2 fois MP θ 1, 2, L 1, 2, donc ceci de nouveau pour des raisons de symétrie. Donc ça va nous donner MP θ multiplié par, alors L plus L demi au carré sur X carré, plus L moins X fois 2, et plus 2 L demi au carré divisé par L moins X. Ok.